Merci beaucoup. Donc, on s'est un petit peu rencontrés hier et on était déjà un petit peu sur cette thématique. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de quand utiliser le vidéolaryngoscope et le fibroscope. Donc, j'espère apporter quelques éléments de réponse, on va dire, pour positionner un peu le sujet. Donc, on sait que le management des voies aériennes en chirurgie thoracique, eh bien, il est complexe. Il va falloir réaliser une isolation pulmonaire. Et donc, vous avez vu, il y a différents dispositifs et techniques. Et il existe une hétérogénéité significative dans les pratiques. C'est ce qui a été montré dans cette enquête de pratique de Defoe, qui est parue en 2021. Je vais en parler un petit peu dans cette diapositive. C'était une enquête de pratique. Ils ont réalisé des questionnaires par le biais de la Société européenne d'anesthésie. Et donc, on voit qu'en Europe, c'est le tube double lumière qui est utilisé en première intention pour réaliser les exclusions. Donc, 97,3% des répondeurs utilisaient plutôt la sonde double lumière versus les bloqueurs. Alors, l'intubation difficile, on sait qu'il y a une incidence un petit peu supérieure avec la sonde double lumière. Par contre, dans cette étude, il ne parlait pas du tout de l'utilisation du vidéolaryngoscope en première intention. Une fois l'intubation réalisée, le contrôle fibroscopique systématique se faisait dans environ 80% des cas pour les praticiens en Europe du Nord et de l'Ouest. Par contre, on voit que c'est aux alentours de 57% pour le Sud, dont nous faisons partie. Donc, on l'a dit un peu hier, on n'est pas forcément les meilleurs élèves dans ce domaine. Et en Europe de l'Est, c'était carrément 21%, donc un taux qui est assez faible. Alors, pourquoi une telle hétérogénéité? On se demande un petit peu s'il n'y a pas un manque de matériel. Et effectivement, en Europe de l'Est, les praticiens répondeurs, ils disaient qu'il y avait une indisponibilité de fibroscope dans à peu près 57% des cas. À l'Ouest, c'est un petit peu moins, 31%. Et en Europe du Nord et de l'Ouest, il n'y avait pas de problème de disponibilité de matériel, c'était moins de 10%. Donc, il concluait un petit peu à l'issue de cette enquête que ça manquait probablement de recommandations bien établies, ce qui pourrait aider les endroits où il y a moins de matériel à se doter beaucoup plus facilement pour être dans les cadres de ces recommandations. Donc, pour répondre à la première partie de la question, utilisation du vidéolaryngoscope, je vous ai remis ici les images des différents dispositifs qu'on a un petit peu, certains on a un peu manipulés hier. Donc, c'est ce dont on parle dans les études. Il y a deux types de vidéolaryngoscopes, ceux qui ont un canal, donc on appelle les canalisés, c'est AirTrack, Pentax. Donc, il y a un rail qui est intégré au dispositif. Les vidéolaryngoscopes non canalisés, type Magras qu'on a utilisé hier. En fait, c'est des lames Macintosh avec une fibre optique au bout. Et donc, dans la partie droite de l'écran, c'est ce qu'on appelle les vidéostylés ou vidéotubes, qui sont apparus un petit peu plus tardivement, comme la sonde VivaSight qu'on a pu essayer hier. Et en fait, cette fois-ci, la fibre optique, elle est au bout de la sonde d'intubation, soit par le stylet qu'on introduit et qu'on peut enlever, soit la fibre est intégrée au matériel. Et donc là, elle reste en place tout le long du positionnement de la sonde. Il y a énormément d'études qui ont essayé de comparer donc, l'intubation avec ces types de dispositifs et pas mal de méta-analyses même qui sont parues récemment. Donc, en 2018, Liu montrait qu'avec la vidéolaryngoscopie, on avait plus de succès à l'intubation double lumière au premier essai, une incidence qui était plus faible de lésions liées à l'intubation et aussi une incidence plus faible des douleurs laryngées. Donc, on se dit, c'est super, il faut faire tout le temps ça, c'est génial. Bon, il y a eu d'autres après méta-analyses réalisées avec d'autres études intégrées. On en a une en 2020 de Kim et al. Qui va discriminer, différencier les différents types de matériel, ce que je vous ai présenté précédemment. Et donc, il va étudier d'autres paramètres également. Il retrouve les mêmes données sur le succès d'intubation. On voit bien qu'on a une vision glottique qui est améliorée avec tous les types de vidéolaryngoscopes et tous les types de fibres optiques finalement. Le vidéostylet aussi permet une intubation plus aisée, un succès au premier essai plus important que la laryngoscopie directe.
Par contre, déjà au niveau du temps d'intubation, finalement, il n'y a que le vidéostylet qui permet d'intuber plus rapidement que la laryngoscopie directe. Les autres méthodes, il y a une meilleure vision, mais on ne va pas arriver nécessairement à intuber plus rapidement qu'avec un laryngoscope traditionnel. Il y a également un risque plus élevé de malposition par la suite de la sonde de lumière qui est retrouvée avec les vidéolaryngoscopes, chose à laquelle peut-être on ne se serait pas attendu, et notamment avec le vidéostylet. Finalement, le vidéostylet ne permet pas de positionner mieux, en tout cas dans les articles qui sont parus, qu'avec la sonde, avec la laryngoscopie directe. Pour tout ce qui est ensuite douleur laryngée et lésions des muqueuses, là, le vidéolaryngoscope fait clairement mieux, sauf peut-être les vidéos canalisées comme l'AirTrack qui sont assez gros, qui ont un encombrement dans la bouche qui est important et où on peut pincer des lèvres, où on peut avoir des lésions à cause de cet encombrement. Une dernière méta-analyse que j'ai trouvée de 2021 retrouve encore les mêmes choses. Donc, c'est assez indiscutable sur le fait que le succès d'intubation il est meilleur avec le vidéolaryngoscope. Il y a juste ici, sur les vidéos canalisées, où ça ne ressort pas en faveur de la vidéolaryngoscopie, mais il y a probablement un biais lié au faible effectif de patients inclus dans ce groupe-là. On a beaucoup plus de patients dans les autres groupes. Sur le temps d'intubation, c'est également la même chose qui est retrouvée avec seuls les vidéostylets qui permettent une rapidité d'intubation plus importante. Il n'y a pas de différence avec les autres, voire même c'est plus long avec le Malgras. Et concernant les effets secondaires et le recours aux manœuvres laryngées externes, eh bien, c'est significativement moins de manœuvres laryngées externes quand on utilise un vidéolaryngoscope. Cependant, dans cette étude, il n'y a rien qui ressort de manière significative sur les effets secondaires de type saignement oral, trauma de lèvres ou même douleur de gorge. Concernant la malposition de sonde, ce n'est pas significatif, mais on voit qu'il y a quand même une tendance sur la malposition avec la mise en place au vidéolaryngoscope. Donc, si on veut conclure sur l'utilisation du vidéolaryngoscope, il n'y a pas vraiment de recommandation précise de réaliser ce geste en vidéolaryngoscopie de manière systématique. Évidemment, dès qu'il y a des critères d'intubation difficiles, au moins 2, comme on sait que l'intubation avec la sonde double lumière va être plus difficile, il faut probablement le faire de manière beaucoup plus importante. Ne pas hésiter à prendre le vidéolaryngoscope dès lors qu'on a des critères d'intubation difficiles prévisibles. Évidemment, lorsque on a une exposition difficile au moment de l'exposition et que on va mieux y arriver avec un vidéolaryngoscope. Par contre, dès lors que les voies aériennes sont faciles, il y a probablement des bénéfices insuffisants par rapport à la disponibilité et au coût du matériel. Donc, on va passer sur le volet maintenant fibroscopie. Une fois qu'on a mis notre sonde double lumière, il va falloir qu'elle permette de réaliser l'exclusion et la ventilation unipulmonaire pour faire la chirurgie. Donc, historiquement, on a toujours fait une évaluation clinique par l'inspection, l'auscultation, les coups de capnie, les pressions ballonnées. Et puis, au fur et à mesure est arrivée la fibroscopie et on a commencé à contrôler avec la fibre optique la position de nos sondes. Donc, ce qui a été montré, c'est que l'évaluation clinique, elle ne permet pas toujours de reconnaître un mauvais positionnement. Donc, c'est sûr qu'on se dit qu'on aimerait bien pouvoir contrôler tout ça avec le fibroscope à chaque fois. Mais il y a toujours un débat. Il y a des gens qui disent « mais non, ce n'est pas la peine ». Si cliniquement c'est bien et que l'exclusion est satisfaisante pour le chirurgien, c'est peut-être pas la peine de à chaque fois mettre un fibroscope. Seulement, il y a quand même des risques inhérents à ce positionnement qu'on ne connaît pas exactement, avec de petites malpositions qui vont favoriser soit une contamination par des débris chirurgicaux qui peuvent amener des risques infectieux, soit une mauvaise diffusion aérique avec des atélectasies et une hypoxémie péropératoire, post-opératoire. Donc,
on a quand même envie de se dire que c'est mieux que la position soit optimale et non pas seulement satisfaisante. Alors, est-ce que c'est obligatoirement avec un fibroscope? Il y a des gens qui se sont posé la question. De Bellis a publié en 2011 dans l'European Journal of Cardiothoracic Surgery cette étude prospective. C'était un centre anti-cancer, c'était que dans ce centre-là. 104 intubations, on parle du double lumière gauche, et par un seul anesthésiste finalement, expérimenté. Il faisait sa vérification clinique, voilà, il repositionnait si besoin. À la fin, il était hyper content, c'était exclu, nickel. Il sortait de la salle et c'était un endoscopiste qui venait faire la fibro et il allait faire une classification donc, de la position de sonde en position optimale, malposition ou malposition critique. Et finalement, c'est ce qu'on voit dans ce tableau-là, seulement dans 63% des cas, la position était optimale, alors qu'on avait 32% de malposition, soit le tube était trop distal, soit il était trop proximal, et carrément 5% de sondes qui n'étaient pas du tout en place, ne permettaient pas l'exclusion. Donc, je pense que ça répond assez bien à la question « faut-il contrôler notre sonde au fibroscope ?» Seulement, on l'a vu dans l'enquête de pratique, ils disent bien non, on n'a pas tous des fibros, on n'a pas tous les budgets pour avoir des fibros pour contrôler toutes nos sondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des gens qui se sont posé la question. Excusez-moi, je fais ça peut-être, non? Merci. Il ne va plus défiler, problème. Ah, ça y est. Donc, les gens qui ont moins de disponibilité de fibroscope se sont posé la question. Là, c'était une équipe thaïlandaise qui a publié dans le BMC anesthésiologie, je vais y arriver en 2022, et qui se sont dit, si on n'a pas de fibro, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vérification avec un autre type de matériel qu'on a plus fréquemment, en tout cas pour dans le bloc, et qui pourrait être aussi pertinent. Et donc, ils ont réalisé une étude prospective randomisée double aveugle de non-infériorité pour l'utilisation de l'échographie pleuropulmonaire. Donc, c'était des intubations sélectives gauche. Ils réalisaient donc une intubation à l'aveugle, une vérification clinique en décubitus dorsal, puis après en décubitus latéral. Et une fois qu'ils étaient satisfaits, on divisait en deux groupes, un groupe fibroscopie et un groupe ultrason. Alors, pour ce qui est du groupe ultrason, c'était 4 anesthésistes entraînés qui allaient évaluer l'exclusion en faisant l'échographie de 4 cadrans, de 4 zones. Et la bonne exclusion était confirmée par l'absence de glissement pleural dans les zones 3, 4, 5 et 6 que vous voyez à l'écran sur le dos du patient, le thorax du patient. Une fois qu'ils avaient vérifié et repositionné si nécessaire, il y avait la chirurgie qui commençait et le chirurgien faisait une cotation de l'exclusion une fois rentré dans le thorax. Donc, en gros, poumon exclu, poumon pas exclu. Et donc, le critère de jugement principal, c'était l'adéquation entre le score chirurgical et la méthode d'exclusion. Donc, vous avez les résultats qui se trouvent dans le petit tableau en haut à droite. Et finalement, on voit que au niveau du score chirurgical, il y avait environ 92% de poumons bien exclus avec le contrôle échographique versus 8% qui n'étaient pas bien exclus. Et avec la fibrose, c'était aux alentours de 85% bien exclus et 15% non exclus. Ce qui permettait aux auteurs de conclure à la non-infériorité de l'échographie pleurale pour obtenir l'exclusion avec une confirmation de la position de la sonde. Sur le petit graphique en dessous, en fait, ils ont monitoré un peu les différentes séquences de l'étude. Et au niveau des délais, ils montraient que le contrôle et le repositionnement avec l'échographie étaient significativement plus courts qu'avec la fibroscopie. Donc, pour eux, c'était vraiment confirmer l'intérêt de cette technique de par sa disponibilité, pour eux, une facilité d'utilisation. Et puis, à l'ère du Covid, ça pourrait avoir un intérêt parce qu'il va y avoir une diminution de l'exposition aux sécrétions bronchiques du patient. Donc, ça pourrait limiter l'aérosolisation de certaines choses.
Alors, l'étude a quand même pas mal de limites, notamment, je ne vous l'ai pas décrit, mais il y avait pas mal de critères d'exclusion. L'intubation difficile, trachéostomie, et surtout pneumothorax, épanchement pleural, antécédent de pleurodèse. Donc, toutes les situations où l'évaluation du glissement pleural peut être difficile, on ne pouvait pas utiliser l'échographie. Donc, si on veut conclure sur l'utilisation du fibroscope, eh bien, la vérification et l'optimisation de position de sonde en systématique est à promouvoir. C'est déjà fait dans une grande partie, notamment du Nord. En Amérique du Nord, évidemment, très systématique, partie importante de l'Europe du Nord. Pour les pays moins dotés, peut-être que l'écho pleural pourrait être une alternative. C'est en cours d'évaluation. Évidemment, je n'ai pas parlé du positionnement des sondes droites et des bloqueurs bronchiques, mais ça se fait systématiquement avec un fibroscope. Il n'y a pas trop de débat sur ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il n'est pas question des ergots, mais oui. Voilà. Là, je n'en parle pas spécialement. Voilà. Pour le coup, avec l'étude italienne, ça incite à faire le fibro, mais j'imagine qu'ils n'avaient pas d'ergots. J'ai pas noté ce détail, en effet, sur le type de sonde. C'est vrai qu'il y a une pratique pour différer entre le contrôle fibroscopique quand il y a l'utilisation du carlin, c'est souvent la même chose. Tout à fait. Et pour revenir sur l'étude italienne, je crois que la malposition, ça se jouait sur 0,5 mm ou quelque chose comme ça. Il n'y a peut-être pas forcément de différence en termes de mortalité. Donc... c'est effectivement, oui, ce qui disait un petit peu en conclusion, finalement, c'est que, parce qu'il y a toujours ce débat satisfaisant optimal, sur le principe, on se dit que oui, il faudrait que la position, elle soit idéale pour les raisons dont on a parlé, parce que on est tous anesthésistes en chirurgie thoracique, on a tous constaté qu'on nous appelle pas mal de fois en salle, le tube s'est déplacé, je ne sais pas, il désature, il y a la position électrodistale, etc. Donc, on voit que c'est une réalité du terrain, ça, on est confronté tout le temps. Et parfois, on ne va pas utiliser le fibroscope d'emblée, mais de toute manière, on va y avoir recours pendant la chirurgie. Alors, si on peut déjà optimiser dès le départ, déjà, c'est bien. Après, il disait effectivement que ça manquait d'études qui mettent en relation la malposition et la survenue des complications. Parce qu'en fait, on ne sait pas si les complications infectieuses, atélectasie post-op, peuvent être imputées réellement à des problèmes de malposition de son. Et après, pour la disponibilité des fibroscopes, ça dépend de l'organisation du centre, parce que entre les fibroscopes jetables, c'est effectivement très cher à chaque utilisation. Et après, si on a un parc de fibroscopes non jetables, ça incite à davantage utiliser le matériel. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend. Oui, après, il faut la poche. Ouais. Et nous, à Grenoble, toutes les semaines, on regarde le programme opératoire, la cadre, on commande le nombre de fibroscopes prévus le jour J, lundi, on a besoin de fibroscopes. Non, justement, pour que la ST s'organise et qu'on ait les fibros pédiatriques disponibles pour chaque jour. Donc, on les a, les fibroscopes, donc nous, on les utilise maintenant. Après, il y a aussi le coût des lésions sur les fibros. Oui. Nous, ça faisait partie de la décision, en fait, parce que la réparation de fibroscope, c'est extrêmement cher. Et, et entre effectivement la logistique que ça requiert et les coûts sur les réparations, en fait, on avait budgétisé et l'usage unique finissait par être moins cher sur le volume, on va dire, que la stérilisation. Vous aussi à Chambé? Je remarque les questions sur le coût écologique aussi des fibroscopies. Oui, alors,
Il y a certainement beaucoup de plastique, effectivement, dans ce type de dispositif. Donc, probablement que là, on n'est pas bon sur l'aspect environnemental. Moi, personnellement, je m'en passe systématiquement et du coup, la question, c'était uniquement qu'est-ce qu'on peut avoir à l'auscultation, à part la branche lobaire gauche qui serait courte et qu'on couvrirait, c'est très rare, je pense. Est-ce qu'on ne peut pas entendre à quel moment on peut se dire je suis bien? Ah bah après, il y a des situations où justement, quand il y a des épanchements pleuraux, quand déjà l'auscultation est pathologique avant l'intubation, eh ben, ça va être quand même un petit peu plus difficile de discriminer si on est bien positionné ou pas. Et parfois, c'est assez subtil. Parfois, c'est juste un problème de ballonnet aussi. Donc, on voit bien hein, finalement que on n'est pas oui, bah là, si on fait le cumul, finalement, les 32%, si on ne les compte pas, on se dit qu'il n'y a que 5% de sondes qui ne sont pas du tout bien positionnées de Bélis. Et tout le reste, finalement, permet l'exclusion. Mais après, on ne sait pas, selon la durée d'intervention, c'est pareil, enfin, ça se pondère. Je veux dire, j'ai une sonde qui n'est pas optimale pour un patient à qui je fais un pneumothorax en une demi-heure. Bon, bah, forcément, il ne va pas y avoir de répercussions. Alors que bah, je pars voilà, sur une résection qui va durer plusieurs heures. J'ai une complication chirurgicale au milieu. Enfin, ça va jouer probablement un petit peu plus. Mais c'est très difficile de monitorer ces interdépendances, ces effets. Je sors évidemment un petit peu à chaque fois. Oui, ce que j'ai expliqué, ce que j'en sais de mes collègues canadiens avec qui j'ai des rapports, c'est que ils ont, eux, dans la salle de thoracique, il y a une colonne vidéo. Et en fait, sur cette colonne vidéo des chirurgiens, hein, et ben, eux, ils ont leur fibroscope qui s'adapte. Donc, dans leur salle, à chaque fois, bah, ils ont le fibroscope, eux, qui n'est pas à usage unique, hein, qui est donc restérilisé. Et d'emblée, ils font la vidéo, ils font la fibro, et puis après, bah, c'est la colonne vidéo du chirurgien, donc c'est du matériel de toute manière qu'elle a. Quoi. On va être obligé de passer à la suite. Merci.